Bonjour tout le monde. Alors aujourd'hui nous allons parler de la dernière partie du cours du chapitre 15, l'énergie en mécanique. Avant de commencer le cours, je vous montre une petite vidéo et après je vous parle du problème que vous devrez résoudre, enfin que vous allez savoir résoudre normalement, à l'issue du chapitre 15. Alors je vous remonte la vidéo qu'on a vue dans le chapitre 13. C'est parti. On va dérailler en pleine ville. Vous pourriez l'arrêter? Voilà. Alors, dans le chapitre 13, on avait déterminé. Alors, tac, voilà. Dans le chapitre 13, on avait déterminé la force de frottement exercée par l'héroïne. Donc, elle valait petit f égale 1,5 fois 10 puissance 6 newton. Maintenant, ce qu'on va réussir à faire à l'issue du chapitre 15, c'est déterminer la distance d'arrêt du train. Donc, c'est vous qui allez devoir répondre à ce problème. Normalement, à la fin du chapitre, vous allez savoir répondre à ce problème. Donc ici, vous avez les données. Donc, le but du chapitre, déterminer la distance d'arrêt du train. Par contre, c'est en réalisant une étude énergétique. On va voir bien sûr tout ça dans le chapitre. Un petit rappel, on vous donnait la masse du train, 400 tonnes, la vitesse du train, la vitesse initiale du train, 200 km par heure. Et donc la force de frottement qu'on avait déterminée au chapitre 13, et vos petits f égale 1,5 fois 10 puissance 6 newton. Alors pour répondre à ce problème, on va définir des choses donc dans le chapitre 15. Et on va commencer par définir le travail d'une force. Alors je commence à vous lire le cours. Donc, une force modélise une action mécanique. Je vais vous donner l'exemple d'une force, le poids. Le poids exercé sur un objet. Alors, l'action, elle est exercée par la Terre sur l'objet. Voilà, c'est une interaction entre la Terre et l'objet. Et la force qui est créée, c'est une force qu'on appelle le poids. Donc, une force a 4 caractéristiques, comme on a déjà vu. Le point d'application, la direction, le sens et sa valeur, sa norme. Par exemple, pour le poids, le point d'application, c'est le centre de gravité, la direction verticale, le sens vers le bas ou vers le centre de la Terre, et sa valeur, sa norme, on peut la calculer en faisant le calcul le poids, P égale la masse fois l'intensité de pesanteur G, P égale M fois G. Donc cette formule, vous la connaissez. Alors, je continue. Pour traduire les effets, lors d'un déplacement d'une action mécanique modélisée par une force, les physiciens ont créé une grandeur qui s'appelle le travail. Alors, le but du chapitre, c'est de bien définir ce qu'est le travail d'une force. Alors, je continue. Le travail d'une force se traduit par un transfert d'énergie entre deux systèmes. Il s'exprime en joules. Donc, le travail peut modifier soit la vitesse, soit la direction, soit l'altitude du système qui le reçoit. Alors, le travail, mathématiquement, va s'exprimer de cette façon. Alors, le travail, W, c'est le travail. Le travail pour aller d'un point A à un point B d'une force F est égal au produit scalaire de la force F fois le vecteur déplacement pour aller d'un point AB pour aller d'un point A à un point B. Donc je le refais doucement. Le travail d'une force F pour aller d'un point A à un point B est égal au produit scalaire de la force F fois le vecteur déplacement AB. Si on passe en norme, ça nous donne F, donc la norme de la force F fois le déplacement AB fois le cosinus de l'angle qu'il y a entre la force F et le vecteur déplacement AB. Alors je vous montre sur le schéma qui est ici. Le système est représenté par le point G. Alors, pour calculer le travail d'une force F, il vous faut la norme de la force F, la distance AB, et le cosinus de l'angle qui est entre F et AB, qu'on appelle l'angle alpha. Donc l'angle alpha, il est ici. Très important de définir l'angle alpha. Donc c'est entre le vecteur AB qui est ici et la force F qui est ici. L'angle alpha se trouve ici. Donc pour calculer le travail, vous avez besoin de la norme de F, de la distance AB et de l'angle qui est entre AB
et la force F. Voilà. Alors, je vais définir les unités. Un travail s'exprime toujours en joules, une force en newton et une distance en mètres. L'angle sera en degrés, mais faites attention sur votre calculatrice. Votre calculatrice doit être en degrés. Alors, je continue. Par contre, le travail, c'est une grandeur algébrique. Ça veut dire que ça peut être soit positif, soit négatif. Voilà. Alors, 3 cas sont possibles. Donc, c'est ce qui est marqué ici. Le travail est une grandeur algébrique. 3 cas sont possibles. Alors, si on regarde l'expression du travail, la norme d'une force F est toujours positive. Une distance AB, c'est toujours positif. Par contre, ce qui peut être positif ou négatif, c'est le cosinus. Voilà. Donc, si vous avez un angle alpha, donc ici vous avez le vecteur de déplacement AB, ici vous avez la force F. Si la force F, si l'angle alpha est compris, donc c'est ce que j'ai marqué ici, entre 0 et 90 degrés, donc par exemple dans cette situation-là, le travail va être positif. Donc je vous ai donné, à vous de sortir votre calculatrice, mais je vous ai donné un exemple ici. Si vous avez une force F par exemple de 1 newton, donc la force F ici vaut 1 newton, la distance AB vaut 10 mètres, donc de A à B vous avez 10 mètres, et pour un angle alpha ici qui vaut 45 degrés, on peut calculer le travail en appliquant cette formule. Alors, je vous fais le calcul, je vous note pas le résultat, à vous de faire le calcul aussi sur votre calculatrice en faisant attention que votre calculatrice soit bien en degrés. Donc on a dit la force F, elle vaut 1. La distance AB, donc 1 multiplié par 10, multiplié par le cosinus de l'angle. Et l'angle, j'ai dit qu'il valait 45 degrés. Tac, entrée. Ça nous fait un travail s'exprime en joules. Ça nous fait un travail de 7 joules. Donc, à vous de sortir votre calculatrice. Et tant que vous n'avez pas un travail de 7 joules, c'est votre vous faites mal le calcul avec votre calculatrice. Voilà. Maintenant, donc ça c'était le premier cas. Donc on a 3 cas possibles. Ça c'était le premier cas. Donc le travail est positif. C'est un travail moteur. Deuxième cas, si on a l'angle alpha, qui est toujours ici, l'angle alpha c'est entre le vecteur force et le vecteur déplacement AB. Si vous avez un angle alpha qui est compris entre 90 degrés et 180 degrés. Alors on dit que le travail est résistant parce que le travail va être négatif. Alors, le plus simple, c'est de faire une application numérique. Je vous ai mis le même exemple pour la force, la distance, une force de 1 newton, une distance, un déplacement AB de 10 mètres. Par contre, un angle qui est supérieur à 90 degrés et qui est inférieur à 180 degrés. Donc du coup, vous avez, j'ai pris comme exemple un angle de 115 degrés. Donc si vous sortez votre calculatrice et que vous faites le calcul, donc la force F vaut, on a dit 1 newton multiplié par calculatrice, donc 1 multiplié par 10 multiplié par le cosinus de 115 degrés, très bien, entrée, on trouve un travail de moins 4 joules. Donc cette fois-ci le travail il est négatif, c'est un travail résistant. Donc faites le calcul à la calculatrice. Tant que vous n'obtenez pas moins 4 joules, c'est que votre calcul est faux. Donc ça, c'était la deuxième possibilité. Maintenant, la troisième possibilité, c'est que vous avez un angle alpha entre la force F et le vecteur déplacement AB qui vaut 90 degrés. Donc ça, c'est un cas particulier. Son travail va être nul. Donc si son travail est nul, la force, ce qui est indiqué ici, la force n'influe pas sur le déplacement. Voilà. Donc là, j'ai pris un exemple ici, une force F de 1 newton. Donc 1, donc c'est toujours la même formule que j'applique, hein, c'est la définition du travail d'une force. Donc la formule est ici. La force vaut 1 newton, le vecteur déplacement 10 mètres, par contre le cosinus de l'angle ici, alpha vaut 90 degrés, donc ça fait 1 fois 10 fois cosinus 90, et si vous sortez votre calculatrice, vous obtiendrez un travail qui est nul, 0 joule, parce qu'un travail s'exprime toujours en joule. Voilà. Donc là, on a vu les 3 cas possibles. Soit le travail il est moteur, soit le travail il est résistant, soit le travail il est nul. Donc ça, c'était pour la définition du travail d'une force. Donc le grand 4 du chapitre 15. Voilà.
Maintenant, nous allons voir le théorème de l'énergie cinétique. Alors, qu'est-ce qu'il nous dit ce théorème? Il nous dit, donc je vais vous traduire l'expression mathématique, il nous dit que la variation d'énergie cinétique, voilà, le delta c'est la variation d'énergie cinétique d'un point A à un point B, donc pour l'instant vous oubliez ça, donc la variation d'énergie cinétique d'un point A à un point B est égale au travail, à la somme du travail des forces. La variation d'énergie cinétique est égale à la somme du travail des forces appliquées à un système, des forces extérieures appliquées à un système, voilà. Alors, une variation d'énergie cinétique, on a déjà vu que c'était une variation d'énergie cinétique. Donc, si c'est pour aller d'un point A à un point B, c'est toujours l'énergie cinétique finale moins l'énergie cinétique initiale. Voilà. Vous devez savoir que l'énergie cinétique, c'est d'un système, sa formule, c'est 1/2 fois la masse fois la vitesse au carré. Donc la variation d'énergie cinétique est égale à ECB moins ECA est égale au travail pour aller d'un point A à un point B des forces. Donc le travail de toutes les forces qui s'appliquent au système. Voilà. Alors, on va continuer le cours. Donc ça, avant de continuer le cours, ça veut dire quoi? Ça veut dire que des forces qui travaillent peuvent engendrer une variation d'énergie cinétique. Donc des forces qui travaillent, au final, peuvent modifier la vitesse d'un objet, parce que l'énergie cinétique, c'est lié à la vitesse. 1/2 fois la masse fois la vitesse au carré. Donc retenez bien ce que je vous ai dit pour le grand 5, le théorème de l'énergie cinétique, pour répondre au problème qui vous est posé en introduction. Voilà. Maintenant, nous allons voir le travail de deux forces particulières. Le travail du poids d'un objet de masse M et le travail d'une force de frottement. Hop, et le travail d'une force de frottement, donc ce sera après, ce sera dans le grand 7. Je vais commencer par le travail du poids. Alors, le travail du poids. Donc, le travail du poids pour aller d'un point A à un point B. La définition, c'est à connaître par cœur. Le travail, c'est toujours la force. La force ici, c'est le poids. Donc, c'est le poids scalaire, le vecteur AB. Si on passe en norme, ça nous donne le poids. Vous devez connaître. Le poids, c'est M fois G. Donc, ça fait M fois G fois AB multiplié par cosinus de l'angle qu'il y a entre le poids et le vecteur déplacement AB. Alors, sur le schéma qui est ici, on vous a représenté le poids. Donc le poids qui est une force verticale orientée vers le bas. Sa norme, on peut la calculer en disant P égale M fois G. Son point d'implication, c'est le centre de gravité du système. Donc ça, c'est les caractéristiques du poids. Donc si on veut calculer le travail du poids pour aller d'un point A à un point B, donc le système pour l'instant il est en A, s'il va à un point B qui est là. Le poids il est là, le vecteur déplacement AB il est là. Par contre, l'angle entre P et AB, il est là. C'est l'angle alpha qui est noté ici. Donc le travail pour aller d'un point A à un point B du poids est égal au produit de M fois G, l'intensité de pesanteur, fois AB, fois le cosinus de l'angle alpha. Alors, donc là c'est une démonstration. C'est bien que vous sachiez faire la démonstration, mais retenir déjà si vous retenez le résultat pour le travail du poids, ce sera parfait. Donc là, je vous fais la démonstration. Alors, on va devoir déterminer ce qui nous embête. Donc M, on connaît. G, on connaît. AB, on connaît. Ce qui nous embête, c'est le cosinus alpha. Alors, le cosinus alpha, on peut l'exprimer en fonction des données du texte. Un cosinus, c'est toujours défini par le cosinus alpha, c'est côté adjacent sur hypoténuse. Si on place dans le triangle rectangle BC. On se place dans ce triangle rectangle-là, ABC, rectangle en C. Le cosinus qui est là, le cosinus alpha, c'est côté adjacent sur hypoténuse. Le côté adjacent, c'est AC, l'hypoténuse, c'est AB. Donc cosinus alpha, c'est AC sur AB. Si on l'exprime en fonction de l'altitude, donc ici on a mis l'axe des altitudes Z orienté vers le haut. Si on l'exprime en fonction de l'altitude, AC, donc AC, c'est ZA moins ZB. Donc ici, dans la démonstration, le cosinus alpha,
et j'ai remplacé AC par ZA moins ZB. J'ai pas remplacé AB. Donc ça fait cosinus alpha égale ZA moins ZB. Maintenant, on va remplacer dans l'expression du travail du poids le cosinus alpha. Cosinus alpha, je vous répète, c'est ZA moins ZB sur AB. Donc ça nous donne le travail pour aller d'un point A à un point B du poids égale M fois G fois AB. Et je remplace cosinus alpha par l'expression qu'on a déterminée juste au-dessus. Donc M fois G fois AB, ZA moins ZB divisé par AB. Vous avez AB1 au numérateur, AB au dénominateur. Vous avez le droit de simplifier AB, 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 ce qui nous donne, pour le travail du poids, pour aller d'un point A à un point B, M fois G fois ZA moins ZB. Donc le travail du poids, je vous conseille de retenir ce résultat. Le travail du poids égale M fois G fois ZA moins ZB, c'est ce que j'ai marqué ici. D'accord ? Retenez ça, le travail du poids, M fois G fois ZA fois ZB. Un travail s'exprime toujours en joules. La masse d'un système, c'est dans les unités du système international, ça s'exprime en kilogrammes. G, c'est l'intensité de pesanteur. Donc c'est sur Terre, c'est 9,81 mètres secondes moins 2. Ou 9,81 newtons par kilogramme, comme je l'ai indiqué ici. Et ZA et ZB, ZA, l'altitude de départ, ZB, l'altitude d'arrivée. Une différence d'altitude. Voilà. Alors, tout ça, c'est expliqué ici. Maintenant, je vous donne une caractéristique du poids. Donc le poids, une caractéristique du travail du poids, c'est que son travail, donc dépend de la masse bien sûr, dépend de l'intensité de pesanteur, mais il ne dépend pas du chemin suivi. Ça veut dire, ici sur le schéma, on a représenté une courbe bizarroïde. Mais ça veut dire que le travail du poids ne dépend pas du chemin suivi, mais ne dépend que de l'altitude de départ et de l'altitude d'arrivée. Ça, c'est caractéristique du poids, par exemple. On dit que le poids, du coup, est une force conservative, car son travail entre deux points A et B quelconques ne dépend pas de la trajectoire suivie entre ces deux points. Il ne dépend que de l'altitude de départ ZA et de l'altitude de départ et de l'altitude d'arrivée ZB. Voilà. Donc le poids, c'est une force conservative, parce qu'il dépend que de ZA et ZB. Bien sûr, de M et de G aussi. Alors, quelques remarques concernant le travail du poids. Donc ces remarques sont indiquées ici. Si vous avez ZA supérieur à ZB, la différence ici va être positive. Donc on est dans le cas d'une chute. Donc si ZA est supérieur à ZB, donc le travail va être positif. Donc le travail du poids, il est moteur. Par contre, si ZA est inférieur à ZB, vous avez ZA ici inférieur à ZB, le travail va être résistant parce que vous allez avoir un travail qui va être négatif. Et maintenant, si ZA égale à ZB, le travail du poids est nul. Donc ça, c'est vous pouvez le retrouver en appliquant la définition du travail du poids. Voilà. Donc là, on vient de voir le travail du poids. Maintenant, on va passer à la deuxième force dont je vous ai parlé. On va déterminer le travail d'une force de frottement. Par contre, la force de frottement doit être constante. Alors, toujours pareil, la définition d'un travail d'une force pour aller d'un point A à un point B, c'est égal au produit scalaire de la force fois le vecteur déplacement. Ici, le vecteur déplacement, il est représenté ici. Donc, le système va du point A au point B. La force F, elle est représentée ici. La force F, elle est représentée ici. Voilà. Donc le travail pour les deux A à B de la force F égale produit scalaire de F fois AB. Si on passe en ordre, ça fait F fois AB fois le cosinus de l'angle alpha. L'angle alpha, par contre, attention. AB, il est là. F, il est opposé au mouvement parce que c'est une force de frottement. Donc ça veut dire que l'angle alpha, il se retrouve ici. Si vous sortez, enfin c'est pas si vous sortez, en sortant votre calculatrice et que vous calculez le travail de la force F pour aller d'un point A à un point B, en remplaçant le cosinus de 180, vous allez trouver un travail qui est négatif. Voilà. J'ai oublié de vous mettre l'application numérique, mais si on garde l'application numérique de tout à l'heure, donc F valait 1 Newton, donc ça fait 1 multiplié par AB vaut 10, et multiplié par le cosinus de 180, tac, parenthèse, entrée, vous obtenez un travail qui vaut moins 10 joules. Donc le travail d'une force de frottement est
négatif. Voilà. Alors, cette expression, bien sûr, n'est valable que si la trajectoire est rectiligne, mais vous travaillerez, vous aurez toujours des exercices avec des trajectoires rectilignes. On continue. Alors, maintenant, on passe à la dernière partie du chapitre. Donc, en 8, conservation ou non-conservation de l'énergie mécanique. Alors, je vous lis un peu le texte, mais si vous avez un système qui n'est soumis à des forces conservatives et ou à des forces non conservatives, donc le travail est nul. Son énergie mécanique reste constante. Et ici, je vous ai mis un graphique pour un système. En ordonnée, vous avez l'énergie. En abscisse, vous avez le temps. La courbe la plus haute ici, c'est l'énergie mécanique. Qu'est-ce qu'on remarque? On remarque que l'énergie mécanique est constante. Par contre, qu'est-ce qu'on remarque aussi, c'est qu'on a un échange d'énergie entre l'énergie, quand l'énergie potentielle diminue, l'énergie cinétique augmente. Donc on a un échange d'énergie entre l'énergie cinétique et l'énergie potentielle. Voilà. Donc ça, ce n'est possible que si vous n'avez pas de frottement qui s'exerce sur votre système. Voilà. Donc c'est ce que j'ai marqué ici. En l'absence de frottement ou lorsqu'il reste négligeable, les variations d'énergie potentielle compensent les variations d'énergie cinétique. Il y a conservation de l'énergie mécanique. Voilà. Alors, mathématiquement, ça s'écrit comme ça. L'énergie mécanique donc du système est constante. Donc, si l'énergie mécanique est constante, ça veut dire que la variation d'énergie mécanique est nulle. Voilà. Ça, vous l'avez utilisé dans l'activité concernant le manège. Voilà, l'activité que vous aviez à faire. Vous aviez utilisé que l'énergie mécanique était constante. Voilà, c'est ce que j'ai marqué ici. Donc on peut utiliser ces dernières égalités pour calculer l'énergie cinétique lorsqu'on connaît l'énergie potentielle. Et vice versa, c'est ce que vous aviez fait dans l'activité. Concernant les montagnes russes. Alors, maintenant, on complique un petit peu. Pour l'instant, on avait parlé de la conservation de l'énergie mécanique. Maintenant, on va parler de la non-conservation de l'énergie mécanique. Alors ici, pour un système, je vous ai représenté l'énergie en fonction du temps. Alors, qu'est-ce qu'on remarque? On remarque que l'énergie, cette fois-ci, n'est pas constante, mais on remarque que l'énergie décroît. Ça veut dire que l'énergie mécanique n'est pas conservée pour le système. Nous, on considérera que l'énergie mécanique n'est pas conservée à cause des frottements qui s'exercent sur le système. Donc, je vous lis le texte. Donc, c'est ce qui est marqué ici. Non-conservation de l'énergie mécanique ou dissipation de l'énergie. On considérera que la perte d'énergie n'est due qu'à une force de frottement. Alors, je continue le texte. La variation de l'énergie mécanique entre deux positions A et B d'un système est égale au travail de la force F qui modélise l'action des frottement entre deux positions. Donc vous devez retenir ça. Qu'une variation d'énergie mécanique, donc c'est toujours l'énergie mécanique finale moins l'énergie mécanique initiale. Là le point final c'était B, le point initial c'était au point A. Donc la variation d'énergie mécanique, donc EMB moins EMA, elle est nulle. Et cette variation d'énergie mécanique, elle est égale au travail pour aller d'un point A à un point B de la force de frottement. Voilà. Donc, maintenant, vous allez devoir répondre à la problématique du cours. Vous avez toutes les données. À vous de jouer. Voilà. Je vous remercie. Bon courage.